Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce point de marché du jeudi 3 mai 2018. Aujourd'hui, l'IPC de la zone euro est attendu à 11 heures ce matin. Ça va être globalement l'annonce de la journée avec par la suite l'indice ISM des États-Unis. Ce matin, on va faire un débrief également du communiqué du FOMC. Qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui a été publié. Voilà, donc on va essayer de voir un petit peu tout ça et comme d'habitude faire un tour sur les marchés. Alors avant toute chose, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet levé amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bien le bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. DJ que je salue également, Loïc. Loïc, bonjour et félicitations pour la soirée IG hier à Paris avec Alexandre Bardas. Bien écoutez Loïc, merci. Je n'étais pas là malheureusement, mais écoutez, je vais faire remonter l'information. Merci en tout cas d'avoir été présent et je suis très content que ça vous ait plu. Luc, bien le bonjour à vous. Raymond, je vous salue également. Denis, Hubert, Catherine, bonjour Valentin. Alors bien bonjour à vous Catherine. Peut-on voir le SHF à court terme car très haut et objectif? Merci. C'est noté, Catherine. Ramsey, bonjour à vous. Alors, on va essayer d'être dans les clous aujourd'hui. 30 à 45 minutes l'objectif. C'est parti. Donc, briefing de l'actualité. On a les indices asiatiques qui sont dans un ordre dispersé ce matin. Je rappelle, le Nikkei qui ne cote pas, enfin, Tokyo, oui, qui est fermé aujourd'hui. La bourse de Tokyo qui est fermée, c'est un jour férié là-bas. On a les investisseurs globalement qui digèrent le communiqué plutôt hawkish de la Fed, qui indique que l'inflation s'était rapprochée de sa cible et qu'attendent ces investisseurs également les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine qui commencent aujourd'hui à Beijing jusqu'à demain. Donc un peu plus en détail, le communiqué du FOMC s'est montré un peu plus hawkish, étant donné que cette fois-ci, je cite, le communiqué indique que l'inflation globale et sous-jacente a accéléré proche de 2% au lieu de l'inflation est restée proche mais inférieure à 2%. Donc vous voyez, il y a le inférieur qui est parti. Donc on a un discours, un communiqué quand même un peu plus au quiche, ce qui permet à une hausse des taux, à une probabilité d'augmenter. D'ailleurs, la hausse des taux du mois de juin est totalement pricée, 95% sur CME Group, presque 100% sur Bloomberg. Donc voilà, on va dire que la hausse des taux du mois de juin n'a plus aucun impact sur les marchés, ou en tout cas elle peut avoir qu'un impact négatif de dorénavant si la probabilité diminue. Donc on a la déclaration, enfin la délégation américaine qui entame des négociations, comme je l'ai dit, avec la Chine aujourd'hui et demain. Hier, on a eu la croissance de la zone euro qui a ralenti comme prévu à 0,4% au premier trimestre de l'année contre 0,7% le trimestre précédent. Le taux de chômage est ressorti stable à son plus bas de 9 années à 8,5%. Et je rappelle, l'IPC de la zone euro est attendu à 11 heures ce matin. L'Australie, qui a publié cette nuit de façon inattendue son plus important excédent commercial en 10 mois, à 1,53 milliard de dollars australiens au mois de mars. Sur l'ensemble du premier trimestre, on a un excédent commercial qui s'est par contre globalement réduit, même fortement réduit par rapport au premier trimestre de l'année précédente, 4,04 contre 7,09 milliards de dollars australiens. Ce qui permet toutefois à l'AUD de progresser ce matin et même d'être une devise qui surperforme avec le dollar néo-zélandais. Voici les graphiques du jour, probabilité de 4 hausses des taux attendues et la probabilité du mois de juin totalement pricée. Donc ça c'est la probabilité du mois de juin. Vous voyez que elle a été totalement intégrée au prix. Ça on a c'est sur CME Group. Ça c'est la probabilité du mois de décembre. Dorénavant, donc là on a 4 hausses des taux, 3 hausses des taux. Faut voir que 4 et 3 hausses des taux flirtent ensemble. Donc on a le marché globalement price autant 3 à 4 hausses des taux. Pour le moment, donc il y a environ 40% chacune. Donc il n'y a pas encore clairement de majorité. Ce qui, en tout cas, la tendance est nette. On a une tendance clairement haussière pour la quatrième hausse des taux. Donc le scénario de 4 hausses des taux ne fait que de gagner en crédibilité depuis le mois de décembre de l'année dernière et surtout depuis le mois d'avril. On peut voir qu'il y a eu un gros bond. Donc voilà. Et plus cette probabilité va tendre, plus le dollar va progresser ou au pire des cas va rester neutre. Mais je vous rappelle, plus elle va être proche de 100%, plus il y aura de risques baissiers sur le dollar parce que ce sera plus compliqué de surprendre positivement le marché. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, quelle est la probabilité pour 5 hausses des taux? La probabilité de 5 hausses des taux, c'est la courbe en jaune.
elle est, on va dire, de vue de 10%. Résumé de la science américaine et asiatique. Donc hier, on a eu des marchés américains qui ont clôturé dans le rouge, le DXY qui a clôturé dans le vert, qui s'est repris après le sell-off qui a débuté dans la matinée. Le rendement du T-Note qui s'approche à nouveau près des 3%, qui gagne un point de base hier, 2,97 sur le 10 ans. Le yen ce matin qui recule légèrement, le gold qui progresse et le Hang Seng qui recule. Et comme je vous l'ai dit, le Nikkei qui est fermé aujourd'hui. Donc, pardon, excusez-moi, ce matin on a plutôt de l'aversion pour le risque. Ce matin on a plutôt de l'aversion pour le risque, étant donné que les marchés actions asiatiques, comme je vous l'ai dit, sont en demi-teinte, ceux américains clôturés dans le rouge, donc voilà, je pense que les indices européens vont avoir du mal à progresser ce matin. Surtout que le dollar, excusez-moi, je reviens, dollar est en hausse ce matin, est en baisse, donc ça fait grimper, c'est pour ça que ça fait grimper l'or, ça fait également grimper l'euro. Calendrier économique, donc on peut voir balance commerciale, surprise positive, plus haut qu'à précédente publication et plus haut que l'estimation. Nous aurons l'indice PMI service publié à 10h30 qui est attendu en hausse. Pourquoi il est attendu en hausse? Parce que le mois précédent, il y avait eu un creux à cause, vous savez, l'activité des services qui s'était fortement réduite à cause des conditions météorologiques, excusez-moi. L'IPC de la zone euro attendu à 11h en baisse à 0,9%. Vous voyez, donc ralenti, ce qui, si est le cas, eh bien, va faire baisser l'euro davantage. La balance commerciale des États-Unis, qui est attendue à 14h30, et l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Voilà un petit peu le calendrier économique du jour. Alors, je commence par les indices. Je propose qu'on commence par le Hang Seng. Donc, étant donné que le Nikkei, voilà, là c'est le futur, mais sinon le cash ne code pas, donc il devrait avoir des volumes très faibles. Donc je sais pas si ça vaut la peine de faire une analyse technique sur le Nikkei. Par contre, le Hang Seng, on peut voir qu'il flirte avec sa moyenne mobile de 100 jours. Il est assez similaire au S&P, ce Hang Seng, si vous le comparez. Vous voyez qu'ils sont assez similaires. Donc voilà, moyenne mobile de 100 jours, je répète, c'est un prix d'entrée toujours intéressant sur les indices boursiers à long terme. Donc voilà, si on a un contact vers les 29 711 points, qui est également le prix de clôture 2017 et qui a fait office de support lors du flash crash et lors du pic des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, eh bien, vous voyez qu'il a résisté. Donc si on a un retest de ce niveau-là, pourquoi pas payer le Hang Seng. Le CAC qui devrait consolider vers les 5005, pourquoi pas rejoindre 5578 si on a une baisse de l'euro, mais dans le cas contraire, la hausse de l'euro devrait inviter les investisseurs à prendre des bénéfices, étant donné que les marchés européens sont quand même assez hauts et ont quand même assez bien progressé. Si vous mettez sur un graphique 4 heures, regardez le CAC 40, c'est une ligne droite, voilà. Donc, un prix d'entrée, pourquoi pas intéressant entre guillemets, c'est si le prix rebondit sur son oblique. S'il rebondit sur son oblique, eh bien, ça pourrait être une bonne opportunité, parce que si on trace un canal, vous voyez qu'on peut dire que le prix en haut de ce canal est dans une zone d'excès. Donc ça permettrait de dire que le momentum aurait respiré. Le DAX, alors en journalier, rapidement, qui a clôturé au-dessus des 12 133 points, ça se paye le DAX en direction des 13 000. Donc au-dessus des 12 111 points, au-dessus des 12 133, au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Donc on a eu la puissante zone de résistance. Globalement, c'est ce gap. Voilà, ce gap baissier qui était une forte zone de résistance et donc qui a été dépassé. Voilà, donc signal bullish, si on a un retour dans ce gap, ça serait une opportunité d'achat, clairement. Vraiment une très bonne opportunité d'achat. Parce que le CAC maintenant, ça m'étonnerait qu'il retourne à son gap, à part si on a aucun accord on a aucun accord trouvé entre la Chine et les États-Unis. Dans ce cas, ça pourrait menacer le marché action. Dans le cas contraire, je vois pas ce qui pourrait dégrader autant les indices actuellement. Et le CAC le paye à 5500 points, pourquoi pas, mais la marge
baissière est beaucoup plus importante que la marge de hausse, contrairement au DAX. Ouais, le DAX, sa marge de progression, elle est quand même assez importante. Donc si on a une baisse simplement d'une centaine de points, hein, eh bien en swing, ça serait l'idéal pour passer long. Pour passer long et viser les 13 300. L'Eurostock, ça continue à progresser. Pour ça que ça continue à progresser, c'est pareil que le DAX. S'il revient, disons à ce gap, ça serait une opportunité pour passer long. Et là, la prochaine résistance, elle est à 3600. Je pense que le CAC va commencer à sous-performer les indices européens lors des prochaines séances. À part si on a une nouvelle hausse des cours de pétrole, étant donné que le CAC c'est l'indice européen qui est le plus exposé aux cours, étant donné que il me semble que Total et Technique FMC eh bien représentent près de 13 ou 14% de l'indice, me semble-t-il, voire même plus, hein, pardon. Non, 13 ou 14% de l'indice, donc ce qui est assez important. Surtout Total, hein, près de 10% de l'indice CAC. Donc forcément, si on a une hausse des cours de pétrole, on aura une hausse de Total. Voilà, donc sentiment plutôt mitigé ce matin, étant donné qu'on a une hausse de l'euro. Certes, on a des cours de pétrole en hausse également, mais on a de la version plutôt pour le risque. Les marchés asiatiques qui sont dans le rouge, on a une clôture dans le rouge aux États-Unis. Donc je pense que ce matin ça va être compliqué pour les indices européens, à part pour le DAX qui a une marge de progression assez importante. Donc le DAX devrait quand même bien progresser. Mais sinon le CAC qui devrait rester globalement à l'équilibre. Le CAC devrait sous-performer. Sous-performer. Voilà, c'est pour François que je dis ça. Alors, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On fait un tour sur Wall Street. Wall Street qui est sous pression. Hein. Regardez le S&P. C'est beaucoup plus sympathique sur le S&P. Donc on a cette oblique baissière qui forme un triangle descendant qui peut être une figure de retournement. Vous voyez, on a la ligne de coup, le support à 2590 points. On a le contact d'un moyenne mobile de 100 jours. C'est un niveau de support, je veux dire, qui se paye sur du court terme dorénavant. En tout cas, c'est compliqué de mettre en place des stratégies acheteuses sur du long terme tant qu'on n'a pas le franchissement de cette oblique. Donc voilà, il y a deux possibilités. Soit on paye le S&P sur cette moyenne mobile pour viser simplement l'oblique, ou alors on prend une partie des bénéfices à l'oblique et on attend un franchissement de cette oblique. Voilà, donc c'est différents scénarios. Mais en tout cas, je pense que la moyenne mobile à 200 jours devrait tenir et qu'on devrait avoir au moins un rebond, vous voyez, jusqu'à la moyenne mobile à 20 jours. Ça me semble concrètement possible. Le Dow Jones, c'est pareil. Contact d'un moyenne mobile à 200 jours. Le Nasdaq, il n'y est pas, par contre. Et donc Dow Jones, moyenne mobile à 200 jours. L'oblique qu'on va essayer d'adapter un peu mieux. Voilà, donc l'oblique, vous voyez que le Dow Jones est clairement sous pression, soit récit et sur support. Le S&P, je pense que c'est pareil. Non, il n'est pas sur support. Mais donc voilà, on a le S&P sur support, le Dow Jones sur support, Nasdaq qui est un petit peu au milieu de nulle part. Alors on peut tracer peut-être une oblique. Voilà. Donc Nasdaq qui n'est ni sur support ni sous résistance. Donc pour moi il n'y a pas grand chose à faire sur le Nasdaq. Mais donc voilà, je pense qu'il va avoir un rebond des marchés actions américains. En tout cas, je ne serais pas surpris étant donné qu'ils sont en contact, Dow Jones et le S&P, de leur moyenne mobile à 200 jours. Voilà donc pour les marchés actions et le FANG Index, FANG Index qui est en hausse. Et voilà, je vous rappelle que le FANG Index c'est un indice proposé par IG mais qui est coté sur le NYSE. Hein. C'est le FANG Plus. Il est coté sur le NYSE. Donc voilà, on passe sur le Forex et on commence comme d'habitude par l'analyse des indices devises. Qu'est-ce qu'on a ce matin? Nous avons une surperformance du NZD et de l'AUD. Donc en clair, notre stratégie AUD-NZD, on va le voir juste après, à mon avis consolide.
Je l'ai pas regardé ce matin, mais consolide toujours à mon avis. On a une nette sous-performance du dollar. Vous voyez, le dollar prise de bénéfice, hein, il retrace la veille. Hein. On a un RSI qui est toujours haussier. Certes, il est dans la zone de surachat, mais pour le moment, il n'y a pas de signaux baissiers sur le RSI, ni sur le prix. Donc, je pense que c'est encore faisable de se maintenir long sur le dollar US. Le CAD est à équilibre. Le CHF tient toujours. Vous voyez on sent la pression sur le franc suisse, mais en même temps, on sent que ce support est solide. Donc, ça va être très intéressant ce qui va se passer sur le franc suisse lors des prochaines séances. Vous voyez que ce support, c'est un prix de clôture mensuel et la zone en verte, c'est du prix de clôture mensuel au plus bas de mars 2015. Donc, voilà, la réaction du marché sur ce niveau de support va être très très intéressant. En tout cas, moi je pense et je spécule sur une surperformance du franc suisse lors des prochaines séances, prochaines semaines. Voilà, après, on ne sait jamais, hein. Je n'ai pas la science infuse, mais je préfère jouer ce support, y croire, plutôt que de penser qu'il va avoir un franchissement. Alors je pense qu'il va en avoir un à terme, mais tant qu'il n'y a pas de la cassure, je ne jouerai pas la vente sur ce niveau de prix. Le CAD donc consolide sous sa résistance. Le JBP et l'euro, ils sont assez similaires en ce moment. Ils testent tous les deux leur bas du canal, donc j'ai envie de dire c'est autant une opportunité d'achat qu'une opportunité de vente, dans le sens que, enfin, c'est aussi, risqué d'acheter que de vendre actuellement. Parce que le momentum il est baissier, la tendance elle est baissière sur l'euro et le GBP, mais en même temps on est sur des niveaux de support importants. Donc que faire? Eh bien rien du tout tant qu'on n'a pas de signaux des nouveaux signaux. Soit on a des signaux baissiers sur l'euro ou la livre sterling, c'est-à-dire les indices sortent par le bas de leur canal ascendant. Dans ce cas, on a des signaux baissiers. Ou soit on a un avalement haussier, une morning star, une piercing line, voilà, ces types de configurations haussières en chandelier japonais qui permettent de passer long. Là, pour le moment, on n'a rien du tout. Donc, aujourd'hui, ça va être une journée de transition, à mon avis. Donc, soit l'euro, on aura la cassure aujourd'hui de ce canal, ou soit on aura l'avalement haussier, ou voilà, une configuration. En tout cas, ça coïncide totalement avec l'application de l'IPC. Donc voilà, je reste prudent, mais en tout cas l'euro JBP, il n'y a rien à faire pour moi ce matin. Il y a autant de chances qu'il progresse. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais il y a autant de chances qu'il rebondisse plutôt et qu'il casse, pardon. Donc je reste neutre. L'AUD travaille toujours son oblique haussière de long terme, hein, qui est en place depuis, vous voyez, en 2008, qui fait le plus bas de 2008, plus bas de 2015, également celui de 2016, celui du mois dernier. Et donc voilà, on a le marché qui travaille cette oblique. Tant qu'elle tient, écoutez, je pense que c'est un niveau de prix intéressant pour passer long et viser. Je pense qu'on peut s'attendre à un retour vers ce niveau de prix si on a un accord commercial trouvé entre la Chine et les États-Unis, voire même beaucoup plus haut. Le NZD rebond sur son plus bas de l'année. Alors c'est pas encore un rebond majeur, hein, mais on peut voir que le NZD rebondit ce matin, donc à surveiller de près. Pour le moment, je pense que c'est trop tôt pour passer à l'achat sur le NZD. Et donc, je préfère rester short pour le moment. Et le yen qui travaille son plus haut presque du mois d'avril, vous voyez, en tout cas son plus haut depuis qu'il a rejoint ce support. Donc, voilà, s'il franchit cette résistance, ce sera un signal bullish en direction de cette sommet. Je vois bien le yen personnellement surperformer, tant plus que le RSI, vous pouvez voir, est dorénavant au-dessus de 50. Donc, on a un premier signal haussier sur le yen index. Alors, à quoi peut être due cette hausse du yen? Eh bien, déjà au VIX. Si la volatilité augmente, le yen va progresser. Euh, et également un rebond technique. Hein. On reste dans une tendance haussière depuis le début de l'année, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, regardez RSI qui est au-dessus de 50, donc on a le premier signal bullish qui émerge. Alors comment tout cela se traduit sur les paires?
Donc pardon, concrètement AUD-NZD qui surperforme ce matin. À l'inverse, USD qui sous-performe. Alors vendre le dollar, c'est pas forcément la meilleure stratégie. GBP euro également, le yen. Finalement, il n'y a pas grand chose à shorter ce matin. Voilà. Pas grand chose à shorter parce que le CAD il est haussier mais sous résistance. L'USD est haussier. Franc suisse est sur support. GBP est sur support. Euro sur support. AUD sur support. Yen sous résistance. À part shorter le yen ce matin, je vois pas ce qui est possible de faire. Donc AUD yen. Mais bon, ça peut être que de très court terme parce que je vois bien, encore une fois, comme je vous l'ai dit, le yen progresser et même surperformer les majeurs lors des prochaines séances, prochaines semaines. Donc en intraday, pourquoi pas acheter l'AUD yen, mais voilà, simplement en intraday. À long terme, USD haussier, oui, Raymond. Pour moi, l'USD est haussier à long terme, en tout cas pour les prochaines semaines. En tout cas, ce que je surveille, c'est les chiffres macro qui influencent directement le consensus quant à une probabilité d'une hausse des taux. Je reviens sur ce graphique-là. En ce moment, c'est pas les propos de Trump qui influencent le dollar. C'est plutôt les statistiques qui ont un lien avec l'inflation. Et donc le NFP demain, l'indice ISM manufacturier ou non manufacturier, eh bien tous ces chiffres-là ont des impacts plus ou moins importants sur l'inflation. Donc c'est vraiment les chiffres macroéconomiques qui drivent la probabilité d'une quatrième hausse des taux, enfin les probabilités tout simplement. Et donc tant qu'on a cette probabilité qui augmente, on va avoir un dollar qui va progresser. Si demain on a des mauvais chiffres macroéconomiques, le dollar va rapidement corriger. Voilà, donc oui, le dollar est haussier aussi longtemps que les chiffres macro sont bons. Ça peut paraître encore une fois bête dit comme ça, mais c'est tout à fait le cas. Donc faut surveiller le NFP. Si les chiffres ressortent au consensus ou au-dessus du consensus, c'est une bonne nouvelle pour le dollar. Maintenant, faut être conscient que, vous voyez, l'euro-dollar est à sa moyenne, sous sa moyenne mobile à 200 jours. Donc on a un signal baissier également sous les 1,20. Donc là, c'est un simple pullback qu'on a ce matin. Tout comme le GBP-USD. Ouais, le GBP-USD, c'est contact de sa moyenne mobile à 200 jours. Et l'or, moyenne mobile à 200 jours. Faut savoir que l'euro-dollar, c'est la paire la plus tradée dans le monde. Donc forcément, si l'euro-dollar a cassé un seuil psychologique et sa moyenne mobile à 200 jours, on va avoir beaucoup d'ordres, beaucoup d'achats sur l'euro, beaucoup de ventes sur le dollar. Donc ça va faire pression sur les XY et sur toutes les autres devises majeures, toutes les autres paires majeures. L'or, c'est pareil, c'est un des instruments financiers les plus tradés dans le monde. Donc si l'or est sur une moyenne mobile, sur un niveau de support majeur, et qui rebondit, enfin, tout simplement s'il est sur un support majeur, on aura le dollar qui sera fortement influencé par la réaction du marché sur l'or. Voilà, donc là, en l'occurrence, on a l'or sur la moyenne mobile de 200 jours et l'euro sous les 1,20. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'ordres qui sont, beaucoup de stratégies qui sont réorientées. Il y en a qui vont payer le gold ce matin. Il y en a d'autres qui vont vendre l'euro et donc acheter le dollar. Donc voilà. En tout cas, on a un signal baissier sur l'euro. Le JBP pas encore. Enfin, on a eu le signal baissier qui avait été donné vendredi de la semaine dernière, mais et qui a rejoint d'ailleurs 1,35 bientôt. Je pense qu'il va rejoindre 1,35, mais on n'a pas encore un signal pour davantage de baisse. Et d'ailleurs, vu la chute, je m'attends à un léger rebond. C'est fortement possible qu'on ait un rebond, qu'on ait une prise de bénéfice sur le dollar et un recouvrement des shorts sur le GBP. Un mot sur l'USD CAD. Donc l'USD CAD consolide. On a ce matin un dollar canadien qui est sous résistance légèrement baissier et le marché qui prend des bénéfices sur le dollar ce matin. Donc forcément, on n'a pas grand chose sur le dollar, sur l'USD CAD. On peut voir que c'est un range à court terme, un range. Donc on a une résistance à 1,2877, un support à 1,2826. L'USD CAD, je pense, devrait, dans le fond, à moyen terme, tendre vers les 1,30.
Parce qu'encore une fois, j'estime que l'USD va surperformer. L'USD CHF, donc l'USD CHF à la parité. Vous voyez, en plus de l'euro dollar, le GBP, enfin pardon, en plus du GBP USD sur support majeur, 1,35 et moyenne mobile à 200 jours. Du gold sur support majeur, moyenne mobile à 200 jours et 1300 $. Et en plus, l'USD CHF sous la parité, on a l'USD quand même qui bute face à beaucoup de résistance. Que ce soit sur des matières premières ou sur des paires majeures. Donc, voilà, c'est pour ça que le dollar également qui a une prise de bénéfice. Hein. Vous voyez, USD CHF sous résistance, GBP USD sur support, le gold sur support. Donc voilà, il y a forcément une réaction de la part du marché sur le dollar. Donc l'USD CHF, vraiment j'ai plutôt un biais baissier. Je pense que le franc suisse va être globalement, voilà, je vous l'ai dit, haussier. En tout cas, je préfère jouer le rebond. Maintenant, face au dollar, est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Je ne pense pas. Parce que le dollar, c'est quand même une opinion haussière, même si l'USD-CHF est sous la parité qui est un niveau très 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 important. Je pense qu'honnêtement, l'euro-CHF est beaucoup plus intéressant. Voilà, l'euro-CHF à la vente, en direction des 1,1833, ça me semble beaucoup mieux. D'ailleurs, je vais le tracer. Voilà. Maintenant, si vous voulez vendre à tout prix l'USD-CHF, c'est possible. C'est possible, je pense que c'est possible de viser cet oblique, hein, tout simplement. Et vous voyez que le RSI, on a toujours cette oblique de momentum, donc c'est pas forcément en termes de timing le meilleur moment encore pour entrer à la vente. Étant donné d'ailleurs que le marché a buté hier, certes il a clôturé en dessous, mais le momentum il reste encore haussier. Et on n'a pas de signal baissier. Hein. Là c'est que l'intraday. Sur la clôture de ce chandelier comme cela, ce sera un signal baissier, puisque ce sera un avalement baissier. Mais pour le moment on n'a aucun signal baissier. Hein. Enfin, en tout cas je n'en vois aucun. On a juste le prix qui est au contact de la parité, c'est tout. Et donc vous me demandiez l'USD-CHF à très court terme, eh bien à très court terme je vous répondrai baissier jusqu'à 0,9943. 0,9943. Alors euro-dollar est à 61,8 de Fibo, départ sous le 0,711 2017. Alors voyons cela de plus près, donc je vois un petit peu ce que vous voulez dire. Donc hop, on prend. Bon, il est sur 61 exactement. Joli rebond hein, sur ce retracement de Fibo. Donc voilà, on peut le laisser. Donc joli rebond. Je pense à un rebond technique honnêtement. Je reste haussier sur le dollar face à la plupart des devises majeures. Les seules devises majeures que personnellement je ne shorterai pas face au dollar, c'est le franc, l'AUD. L'AUD, il n'y a pas encore le rebond, mais ces 2 prochains jours, les négociations entre les États-Unis et la Chine devraient être cruciales pour l'AUD. Si on a bien évidemment une avancée, si on n'a pas d'avancée, il va rien se passer. Mais s'il y a une avancée, l'AUD pourrait clairement se performer. Donc les seules devises que je ne shorterai pas face au dollar, c'est le franc, l'AUD et probablement le yen. Voilà, mais tout ce qui est euro, tout ce qui est paire européenne, enfin Europe dans le sens euro et GBP, pardon. Euro GBP, je pense que c'est des excellentes devises à shorter en ce moment face au dollar. Mais encore une fois, si on regarde l'analyse des index, l'euro est sur support, le GBP également. Donc c'est pas encore la séance où il faut passer à la vente sur l'euro dollar ou le GBP USD pour du plus long terme. Si demain l'euro clôture en dessous de son canal, je vous dirais clairement qu'on vende l'euro dollar jusqu'à 1,15. Maintenant, tant qu'il ne l'a pas fait, ça me semble compliqué. Regardez ici, cette oblique, comment j'ai tracé, j'ai pris ces 2 points de contact. Et là, vous voyez, au pips près, hein, on a le rebond. Ici, hier, on a le rebond. Donc, voilà, prudence. Une oblique testée trop de fois, trop rapidement, n'est pas bon signe. Hein. À l'inverse, on pourrait croire qu'une oblique, plus elle est testée, mieux c'est. Oui, d'une manière générale. Maintenant, plus les rebonds sont proches, plus c'est signe de faiblesse.
Et là, vous pouvez voir que l'espace entre les rebonds est quand même de plus en plus court. Voilà, on fait un tour sur notre UDNZD. Finalement, la UDNZD ne veut absolument pas partir. Je reste haussier sur les 1,08, comme je vous l'ai dit. J'invaliderai pas ma stratégie tant que le RSI n'a pas franchi 50, ou alors que le prix revient à mon prix d'entrée. Voilà, dans ce cas, moi, j'aurais rien gagné. Mais donc, mon invalidation, c'est si le RSI repasse sous 50. Tant qu'il repasse pas sous 50, j'y crois encore pour viser 1,08, voire même plus haut. AUD-CAD, Denis. Alors l'AUD-CAD pourrait être une excellente devise à payer. Étant donné que alors pour analyser l'AUD-CAD, avant de passer dessus, je vais faire un tour sur le pétrole. Pétrole sous résistance. Vous voyez. Et le CAD index. CAD index sous résistance également. Proche de son oblique baissière de long terme. Alors il y a encore une marge de progression, mais elle est assez limitée. Alors que l'AUD, on va voir qu'il y a une fenêtre, même pas une salle pour un espace vraiment très important pour que l'AUD surperforme. Donc l'AUD-CAD, si je dois avoir une perspective, elle est plutôt haussière. Alors d'ailleurs, je vais refaire l'analyse technique, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. L'AUD-CAD qui me semble particulièrement intéressant en plus. On peut voir que c'est un range, sur du long terme, il n'y a pas vraiment de direction. Voilà, je pense que là, nous avons quand même des bons niveaux de support résistance. On a une belle oblique, regardez, 2 points de contact, repli, repli. Voilà, on pourrait peut-être, alors regardons un petit peu. Donc là, 1, 2, 3 points de contact. Je vais la mettre, même si elle a été brisée. On va la garder quand même. Et donc, je pense que c'est tout. Bah, je vais la mettre entre guillemets, enfin en tiré, pardon. Celle-ci. Parce qu'il n'y a pas les 3 points de contact. Mais possible que le cours rebondisse dessus, c'est juste pour alerter. Oula, alors. Alors, laquelle est la bonne? Voilà, donc, rebond sur 0,95, seuil psychologique. On va regarder ce seuil. Rebond le 2 janvier 2017, rebond en novembre 2017, rebond début mai. Donc, possible un pullback, vous voyez, jusqu'à 0,98, voire même beaucoup plus haut. Regardez l'AUD-CAD, c'est un peu comme regarder l'or face au pétrole. Et si vous regardez le pétrole, il est sous résistance, l'or, il est sur support. Regardez un simple exemple. Donc, AUD-CAD, on l'a vu hier pour ceux qui étaient dans le webinaire corrélation. AUD-CAD, gold versus pétrole. Donc en clair, la force relative entre l'or et le pétrole. La force relative qu'on va illustrer en noir, qu'on va mettre sur une année. Voilà, la force relative. Force relative qui par ailleurs est à un plus bas depuis 2015. Depuis 2015. Donc, que veut dire cette force relative? Eh bien, étant donné que le gold est sur support, l'AUD index est sur support, le pétrole est sous résistance, et que le CAD est proche d'une résistance, il y a beaucoup plus de chances que l'AUD-CAD soit haussier que baissier. Voilà, donc l'AUD-CAD, vous me faites bien de me le montrer, de le signaler, Denis, parce que ça pourrait être, et c'est
c'est une excellente paire. Voilà, c'est une excellente paire, je trouve, en termes de timing et en termes de prix d'entrée. Ça donne envie vraiment de le payer ce matin, la UD4, pour être honnête avec vous. Vous voyez, un stop sous les précédents plus bas, ça fait 57 pips de risque. Je pense qu'on peut viser 0,98, donc 137 pips de gain, ce qui fait un ratio de rendement positif, loin, vraiment supérieur à 2. Donc la UD4, euh, ça, ça pourrait vraiment être bien. Vraiment, Denis, vous avez trouvé une pépite. Bonjour ceux qui nous rejoignent, bonjour François. Didier qui me dit je ne pouvais pas assister au webinaire corrélation, a-t-il été enregistré et disponible pour le voir? Alors oui, en fait j'ai refait ce webinaire éducatif que j'avais fait l'année dernière, l'été dernier, donc il est disponible sur YouTube, bien évidemment. Le GBP Yen. GBP Yen, on me demande le GBP Yen, je vois plutôt à la baisse, il y a plutôt un risque correctif sur le GBP Yen. Donc voilà, au vu l'analyse du GBP Index, certes sur support, mais avec un momentum particulièrement bearish, et le Yen proche d'une résistance. Si le Yen dépasse sa résistance et le GBP son support, ce sera le timing pour entrer à la vente sur le GBP Yen. Voilà, GBP Yen, pour moi, il n'y a pas grand chose à faire ce matin. Même s'il y a la moyenne mobile de 100 jours, ça peut, comme un petit peu, j'ai envie de dire, le GBP USD. GBP USD, si on le regarde, il est sur la moyenne mobile de 100 jours et proche du 1,35. Donc c'est un puissant niveau de support. Mais au vu du momentum baissier du GBP Index et du momentum bullish sur le dollar, acheter le GBP USD me semble très risqué. Et le GBP Yen, c'est pareil. Donc, à part si on a des signaux haussiers comme un avalement haussier, voilà, on commence à connaître Piercing Line, Morningstar, un marteau, voilà, des choses comme cela. Eh bien, dans ce cas, ce serait possible. Vous voyez, si on a ce type de chandelier, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un avalement haussier, c'est un signal bullish. Mais là, pour le moment, on a un momentum baissier, c'est tout ce que je vois. Il y a moins de mobilier de 100 jours, certes, mais on n'a pas le rebond. Tant qu'on n'a pas le rebond, ça me semble risqué. Alors Didier, pardon, excusez-moi. Avez-vous vu ma question? Donc non, je n'ai pas vu. À propos de l'or, quelle est la différence entre XAUUSD et l'or directement, et lequel est le plus tradé des deux? Alors XAUUSD, c'est simplement le ticker pour le gold. Le ticker, c'est comme AAPL, qui est le ticker d'Apple. C'est comme voilà, le pétrole ici, qui est CL. Ça, c'est un ticker. Ça s'appelle un ticker. Et donc XAUUSD, c'est généralement un ticker. Je sais pas si ça marche XAUUSD. Voilà, XAUUSD, vous voyez, c'est le ticker. L'or, c'est l'actif. Donc lequel est le plus tradé? Il n'y a pas de, c'est la même chose. Maintenant, si vous parlez de l'or papier et de l'or réel, c'est l'or papier qui est le plus tradé, bien évidemment. Parce que là, quand vous achetez de l'or ici, c'est de l'or papier. Le ticker, c'est la domination. C'est un petit peu l'acronyme, si je puis dire. C'est un petit peu les initiales. Au lieu d'écrire, par exemple, cuivre, vous allez mettre XAG, au lieu de taper argent, vous allez mettre XAG USD. C'est une référence mondiale. C'est-à-dire que partout dans le monde, l'argent va s'appeler XAG USD d'un point de vue trading. Alors que l'argent en français, c'est argent. En anglais, vous allez chercher silver. Un chinois, je ne sais pas ce qu'il va chercher, mais vous voyez, c'est pas comparable. Alors XAG, tout le monde connaît. XAG, c'est universel, c'est le ticker, c'est la nomination du silver. Voilà. Donc c'est pour que tout le monde comprenne un petit peu. Vous savez lorsqu'il y a des graphiques, vous voyez XAG USD. Si c'est écrit en chinois, vous ne comprendriez pas forcément. Alors que si c'est écrit XAG USD, n'importe qui fait cette analyse, vous n'avez pas besoin de connaître sa langue. Le riz. Alors le riz, on va voir ça tout de suite. RR. Voilà, RR. Et donc si vous tapez RR, donc là il y a un petit peu de tout, mais donc on va se mettre en CFD, donc il n'y a pas Rice. Il n'y a pas de CFD Rice. Donc ici c'est ZR. Donc ici c'est ZR, je sais pas pourquoi. Donc voilà, en tout cas c'est des tickers.
pour que tout le monde comprenne. Et donc on va passer rapidement aux matières premières, même si on a fait globalement un tour, hein, ça fait 48 minutes qu'on fait ce webinaire. Donc le gold, qui est sur support, il y a à court terme plutôt un potentiel haussier, vu que le marché pourrait prendre une partie des bénéfices sur le Dixie. Donc l'or, je pense qu'aujourd'hui il va connaître une journée haussière. Maintenant je ne dis pas qu'il va revenir à 1350, hein, étant donné que je suis bullish sur l'or, sur le Dixie. Donc voilà, ça me semble compliqué de passer long sur du long terme. Sur du très court terme, sur de l'intraday, oui, tout à fait. Viser les 1310, 1315, ça me semble possible. Maintenant, voilà, étant donné que le dollar est quand même particulièrement haussier, ça me semble risqué d'acheter l'euro ou d'acheter le gold, tout simplement. Et le brut, le Brent, toujours sous résistance, voilà, il consolide à court terme, donc il n'y a pas grand chose à faire, mis à part shorter les 75$, étant donné qu'il n'y a pas de nouveau catalyseur qui justifierait une nouvelle hausse des cours. Pour le moment. Je dis bien pour le moment. Et donc Bitcoin Cash hier qui a rebondi en bas de son support, 1190. Bitcoin Gold consolide à 75$. Le Bitcoin consolide à 9220. On était plutôt dans la lignée, hein, par rapport au point de marché de la crypto-monnaie les personnes qui m'ont suivi lundi à 13h, on anticipait une consolidation. Eh bien, c'est tout à fait le cas. Consolidation, en fait, c'est ça, hein. Concrètement, ce que j'attends, c'est un petit peu comme la UDNZD, le Bitcoin. C'est-à-dire que le RSI, j'attends qu'il respire, qu'il revienne à 50, et c'est au retour de 50 où tout va se jouer, probablement. Ou en tout cas, il y a des chances que tout va se jouer à ce moment-là. Soit on a le rebond, et dans ce cas, on a un nouvel avalement haussier. Soit on a une clôture sous 50, et dans ce cas-là, on pourra reporter les 10 000$ pour le mois prochain. Et ce sera plutôt l'objectif à 8 000 qui sera privilégié. Bon, écoutez, je fais le tour de ce marché. 9h43, nous sommes dans les clous. Donc c'est parfait. Je vous remercie pour votre attention. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour mon prochain point de marché. Cet après-midi, il y en a 2 de Yoav Nizar, donc je vous invite à le rejoindre. Et donc à demain. Voilà, excellente journée à vous. Soyez prudents sur les marchés. Et voilà, tout simplement.